bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire que je vous propose aujourd'hui. Quelles sont les grandes entreprises mondiales les plus engagées dans la réduction de leur empreinte carbone? Comment se placent les groupes français dans le classement publié par EcoAct? Les détails juste après ces titres. Les prix de l'énergie pèsent sur l'agenda politique de cet automne et si la solution venait des entreprises? Zoom tout à l'heure sur une innovation co-développée par Engie et le cabinet de conseil Carbone 4 et puis un atelier inclusif de réparation de petits électroménagers. C'est ce que vous découvrirez tout à l'heure en images avec Koseila Boish. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Émilie Alberola. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice Europe du Sud d'EcoAct. Présentation d'EcoAct pour démarrer, c'est une société du groupe Atos. Exactement, on a rejoint le groupe Atos en octobre 2020. Nous sommes une entreprise qui a été créée en 2005, cabinet de conseil en stratégie sur le climat pour accompagner les organisations publiques, privées dans leur transformation, pour réduire leurs émissions, pour séquestrer leurs émissions et avancer vers cette ambition mondiale de zéro émission nette. Ouais, et dans ce cadre, depuis 10 ans, c'est ça, 2011, il y a un classement, alors qu'a évolué dans le temps, on ne va pas rentrer dans le détail, que vous publiez. Ce 25 octobre, il y a les résultats de votre étude, de cette étude annuelle sur les stratégies climatiques des grandes entreprises. C'est quoi l'ambition d'une étude comme celle-là? Alors notre ambition, c'est d'analyser comment les entreprises aujourd'hui abordent ces enjeux du climat. Et comment elles rendent compte aussi de leurs actions, alors leurs objectifs, comment elles se définissent des ambitions, et finalement, quelles sont leurs performances en matière de réalisation aussi, un point très important et nouveau justement dans la méthodologie de cette année. C'est combien d'entreprises concernées? Quelles entreprises sont analysées? Alors cette année, on a examiné près de 180 entreprises au niveau international. On a examiné 3 indices boursiers, donc un indice, le FTSE 100, donc les 100 entreprises au Royaume-Uni. On a examiné 30 entreprises aux États-Unis et puis 50 entreprises européennes dans l'indice Eurostoxx 50. Et donc ça donne un comparatif qui est évidemment passionnant. Quelques éléments pour lancer en détail un peu l'analyse de votre baromètre, de votre étude annuelle. Les entreprises françaises sont les plus nombreuses à être engagées en faveur de zéro émission nette, mais seulement 12% d'entre elles fixent des objectifs de réduction des émissions de long terme. On y reviendra évidemment. Autre donnée toujours sur les entreprises françaises, de meilleurs scores moyens si l'on compare l'Eurostoxx, le Dow Jones ou la Bourse de Londres. Et puis, comparé aussi à ces deux autres places boursières, les sociétés, alors là, on est de l'Eurostoxx 50, surperforment dans les domaines d'analyse que vous avez choisis. D'abord, les entreprises françaises. Est-ce qu'on est dans la tendance des années précédentes, puisque vous avez quand même pas mal de recul? Oui, alors on est dans la tendance où les entreprises se saisissent de plus en plus de ces sujets liés au climat. On est dans la tendance où les entreprises augmentent leurs engagements, enfin le nombre d'entreprises qui s'engagent augmente. Donc ça, c'est un point positif. Et comme vous le mentionnez, la France est meilleure que ses homologues européens pour prendre cet engagement de long terme. En revanche, après, quand on regarde dans le détail, 76% se sont engagés cette année dans cet objectif de zéro émission nette. En revanche, il n'y a que 12% qui concrétisent en fait cette ambition de long terme avec un objectif quantifié, chiffré sur la partie réduction des émissions. Alors pourquoi, comment vous l'expliquez? Pourquoi est-ce que, on peut l'imaginer, mais pourquoi c'est plus compliqué de s'engager comme ça sur des objectifs de long terme? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette trajectoire de transition vers zéro émission nette, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc là, on s'engage pour plusieurs décennies de transformation et finalement, on est au début de cette transformation. Donc les entreprises, nous, ce qui nous importait, c'est ce qu'on retient des résultats de cette analyse. On voulait voir où en étaient les entreprises pour mieux les accompagner, évidemment. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles sont vraiment au début de cette transition et elles se fixent aujourd'hui des objectifs, enfin, cette ambition de long terme. Et ensuite, il faut vraiment le décliner de manière très opérationnelle. Donc, première étape, évidemment, se fixer un objectif quantifié de long terme, 2050. Deuxième étape,
mettre des échelons intermédiaires, se fixer des objectifs pour 2025, pour 2030. Et là encore, les entreprises ont encore des marges de progrès à faire. Il y a très peu de grands groupes que vous avez sondés qui se fixent des objectifs de retrait et de séquestration du CO2. Est-ce que c'est par manque de solutions technologiques comment ça s'explique là aussi? Alors c'est un sujet relativement nouveau pour les entreprises, la réduction des émissions. Alors pour revenir peut-être sur le concept général, la neutralité carbone, c'est une équation à 2 variables. Les réductions, et drastiquement, massivement, il faut réduire les émissions. Et toutes les émissions qu'on n'aura pas réussi à réduire collectivement, il va falloir les séquestrer pour atteindre cet objectif de 0 émission nette. Donc le sujet réduction, c'est un sujet sur lequel on est actif et les entreprises ont bien saisi l'enjeu. En revanche, séquestration, c'est plutôt un sujet nouveau, avec une partie de séquestration possible à travers des puits carbone naturels, le rôle de la forêt, le rôle des puits carbone liés au carbone bleu, des écosystèmes, le secteur agricole évidemment, et puis une partie aussi qui peut être possible par des solutions technologiques dont vous parlez. C'est un sujet nouveau, très innovant. Aujourd'hui, on n'a pas encore des solutions qui sont capables d'être déployées à grande échelle. On est encore dans... C'est vraiment une part de l'explication. Exactement, on est vraiment à une étape encore très R&D et le business model même de ces solutions n'est pas du tout encore validé. Donc on avance sur cette partie R&D. On jette un coup d'œil au classement mondial. Microsoft, Apple, Landsec, Schneider Electric, donc première française en 4e position, Vodafone, Kering, je suis allé jusqu'à la 6e position pour avoir un autre groupe français. Ce que je retiens là, premier coup d'œil très rapide, c'est quand même une surreprésentation des entreprises de la tech, information et communication. C'est plus facile pour elles ? Alors, ce n'est pas plus facile parce que nous, ce qu'on a vraiment cherché à analyser, c'est la manière dont les entreprises se préparaient à cette transition. Donc, on n'a pas fait une évaluation des émissions historiques des entreprises. Et il se trouve qu'effectivement, les entreprises de ce secteur IT, on va dire, se préparent plutôt bien à cette transition. Et les 4 entreprises que vous citez ont démontré une forte capacité à structurer une stratégie vraiment robuste. Donc, à savoir qu'elles se sont définies un objectif de long terme, 2050, elles ont des objectifs intermédiaires fixés, elles mesurent leurs émissions sur l'ensemble des périmètres de responsabilité. En comptabilité carbone, on parle des périmètres 1, 2 et 3, et donc elles font ce travail, ce que beaucoup d'entreprises ne font pas. Et puis par ailleurs, en matière de réalisation et de performance, là aussi, elles réduisent des émissions à la hauteur, enfin de manière alignée par rapport à l'ambition de la trajectoire 1.5. Il y a une autre leçon intéressante, c'est l'entrée dans le classement de groupes qui sont issus de secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a 2 Européens, l'italien Eni en 13e position, l'allemand BMW en 17e position. Peut-être question de méthode, comment vous faites? Parce que comment on compare des secteurs aussi différents et comment on fait rentrer des géants qui sont dans des secteurs aussi différents dans le même classement? Oui, alors notre méthodologie cette année, elle a intégré 4 catégories, 4 leviers d'analyse. Le premier, c'est la mesure. On a regardé, quels que soient les secteurs, est-ce que les entreprises mesuraient leurs émissions et sur quel périmètre? Et évidemment, une entreprise qui couvre l'ensemble de ses émissions directes, indirectes, mais aussi toutes les émissions issues de sa chaîne de valeur, donc à savoir l'usage de ses produits, les émissions réalisées par ses clients, mais aussi par ses salariés, et puis toutes les émissions aussi entrantes de tous les produits entrants pour sa production. Voilà, donc ça c'est un premier élément, la mesure. Deuxièmement, on a regardé l'ambition, les objectifs que les entreprises se fixaient. Troisième catégorie qu'on a examinée, c'est la stratégie. La gouvernance, comment l'entreprise se préparait à mettre en place toute cette ambition. Et puis le 4e volet qu'on a bien regardé cette année, que c'est nouveau vraiment, ce sont les réalisations. En matière de réduction d'émissions, quel est le chiffre annuel? En matière de séquestration, qu'est-ce qu'elles ont fait véritablement? Voilà. Et donc de fait, on n'a pas regardé les émissions historiques des entreprises. Néanmoins, on a intégré quand même une pondération sectorielle sur la mesure pour distinguer des secteurs où on aurait des enjeux différents en fonction de... Et c'est ce qui permet à un groupe pétrolier comme Eni d'être dans le classement, parce que si on avait tout l'historique, évidemment, ça pèserait beaucoup plus lourd. Oui, alors ce qui nous intéressait, c'est justement comment ces entreprises se préparent à cette transition. C'est la trajectoire, quoi. Et il se trouve que Eni et BMW, dans leur secteur, font figure de bons élèves, et donc ils se sont bien préparés. Néanmoins, on va mettre l'accent dans les années à venir aussi, dans notre méthodologie, à un poids plus important sur les réalisations. Donc Eni et BMW, s'il se trouvait
que leur stratégie n'est pas robuste par rapport à leur ambition et que leur réalisation ne suivent pas, évidemment, dès l'année prochaine, elles seront dégradées dans le classement final. Le classement des entreprises françaises, donc Schneider Electric, Kering, on l'a compris, puisqu'elles sont 4 et 6 au niveau mondial. Et ensuite, on trouve L'Oréal, Sanofi, Pernod Ricard. Petite question presque de midinette. Ce classement, il est regardé comment par les patrons des grands groupes? Vous avez des retours, forcément, c'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu important parce que les entreprises, évidemment, ça permet d'évaluer leur engagement, ce qu'elles font. Et puis, il y a aussi une dimension de communication, évidemment, rendre compte de ce qu'elles font vis-à-vis de leurs parties prenantes et notamment des investisseurs. Les investisseurs, aujourd'hui, sont de plus en plus regardants de cette question, d'autant plus que l'année prochaine, on a une nouvelle réglementation européenne, la taxonomie verte, dont vous avez sans doute déjà parlé. On en parle plus souvent dans cette émission, oui. Et les investisseurs vont être très attentifs, justement, aux stratégies de décarbonation des entreprises et ce qui va pouvoir être aligné avec ces critères de la taxonomie verte. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne sont pas contents quand ils ne sont pas dans le classement? Alors, il y en a certains qui ne sont pas contents. Ces retours-là aussi. Et tout l'intérêt pour nous aussi, c'est justement d'identifier les faiblesses actuelles de ces entreprises et de la manière dont on peut les accompagner pour faire évoluer et améliorer tout le monde. Puisque c'est la mission d'EcoAct. Merci Exactement. beaucoup d'être venu présenter votre étude annuelle. Merci Emilia Blairola. À bientôt sur Bismarck. Je vous propose tout de suite de passer à notre débat. On est en pleine actualité. On cherche à réduire nos factures d'électricité, nos factures d'énergie. Réduire la facture d'électricité et l'impact carbone des particuliers. Voilà le défi relevé par mes invités. Bonjour Marion de Rieder-Blondel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et communication d'Engie France. À vos côtés, Alexandre Joly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du pôle énergie chez Carbone 4, le cabinet de conseil sur les enjeux énergie et climat qui a été fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Peut-être une petite question d'actualité, mais d'actualité qui va durer. Flambée des prix du gaz, de l'électricité, des carburants. On est entré, est-ce que j'allais dire définitivement, dans l'ère de l'énergie chère, Alexandre? C'est une grande question, une activité brûlante, mais la grande question, ça va être, j'ai pas la boule de cristal pour dire est-ce qu'on y reste pendant quelques mois, quelques années, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tendances lourdes derrière. Donc on peut parler des énergies fossiles qui vont être plus rares, qui vont être plus disputées par les pays émergents. Il va falloir aussi payer pour la pollution que ça génère. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est aussi plus cher intrinsèquement, parce que c'est moins dense énergétiquement. Il y a plus de main-d'œuvre. Donc c'est-à-dire qu'il y a ces tendances-là qui arrivent. Donc la question, c'est comment on y répond. Donc court terme, peut-être parce qu'on nous propose récemment, vision long terme, peut-être une société économe et sobre en énergie. Ça pourrait être mettre tout le monde d'accord sur l'indépendance énergétique, sur peut-être moins rouler, moins passer de temps en voiture et peut-être plus profiter de ses environs. On peut penser à avoir plus d'emplois. Il y a des milliers de bonnes raisons pour avoir une société économe en énergie, pour peut-être réinventer un autre de demain. Et parmi les solutions qu'on invente et que vous inventez pour être effectivement plus économe en énergie, il y a cette solution de réduction de l'empreinte carbone. Peut-être pour commencer, à qui elle est destinée, Marion de Rieder-Blondel? Alors, nous, on travaille essentiellement sur les particuliers en France, et ce qu'on voulait, c'était leur donner les moyens de comprendre, en fait, l'impact de leurs actions. Et donc, Engie propose à ses clients particuliers en France qui le rejoignent en électricité d'être systématiquement en électricité verte. Donc, on a aujourd'hui, on estime le plus gros portefeuille client en électricité verte. On pense qu'on a à peu près 2/3 du marché sur ce sujet-là. Et ces clients qui ont une électricité verte, on voulait qu'ils puissent comprendre à quel point, finalement, ça avait un impact sur leurs émissions de CO2. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Carbone 4 de nous aider à calculer ça. Et le résultat, c'est qu'en 2020, les clients Engie qui avaient un contrat d'électricité verte, ils ont réduit leurs émissions carbone de 43% par rapport à un client du mix moyen réseau. Et donc, c'est déjà un premier pas qui est très intéressant, alors là, qui est sur la réduction de l'empreinte carbone. Et puis en plus, on peut faire d'autres choses pour réduire son empreinte carbone liée à l'énergie. C'est consommer moins et mieux. Enfin, consommer de l'électricité verte, c'est consommer mieux. Et consommer moins, c'est aussi possible. Et souvent, c'est possible sans forcément repasser à l'air avec les gros manteaux. Et tout ça, c'est aussi possible en conservant un certain confort. Donc bien sûr, on peut faire des travaux dans son habitation. Et puis il y a aussi des solutions qui sont plus accessibles pour tout le monde. Et notamment cette solution qui s'appelle Mon Pilotage ELEC, qu'on est en train de mettre en marché en ce moment, qui est une solution qui va permettre de s'adapter sur le chauffage électrique en place dans le logement. Donc il n'y a pas besoin de changer toute son installation.
Et puis, avec ça, on va pouvoir programmer pièce par pièce le chauffage et donc abaisser la température quand on n'y est pas pour faire des économies d'énergie. L'ADEME dit 15% avec un système de programmation. Ça dépend toujours de l'isolation et tout ça, mais au moins déjà 15%, c'est intéressant. Et autre intérêt de ce système, c'est qu'il fait ce qui s'appelle de l'effacement. C'est quoi l'effacement? C'est un petit peu compliqué, mais... J'ai vu ce terme en préparant l'interview, mais c'est quoi l'effacement du réseau électrique? Alors, qu'est-ce que l'effacement? Comme le dit son nom, c'est s'effacer un court moment du réseau quand, justement, on est dans cette pointe de consommation. Quand il y a un pic de consommation, on va quoi? Si on considère qu'on n'a pas besoin de consommer, on va s'effacer du réseau. C'est un peu ça l'idée. C'est le système qui le fait tout seul pour vous. Et il le fait dans une limite de perception non perceptible pour le consommateur. Et pendant quelques minutes, il va effacer 1, 2, 3 de vos radiateurs pour faire en sorte que, justement, on évite cette pointe. Et cette pointe, peut-être Alexandre pourra confirmer, c'est une pointe qui est très carbonée. Parce que quand il y a ce surplus de consommation, c'est là où on va mettre en œuvre les moyens de production les plus pilotables, les plus flexibles. C'est-à-dire qu'on va chercher quel autre moyen, quelle autre source d'énergie dans ces cas-là? Les centrales à gaz, notamment en France, parce que celles qu'on peut allumer ou qu'on peut moduler plus facilement. Alors que l'éolien ou le solaire, ça marche quand ça marche. Alors, le nucléaire a une possibilité, mais elle est en intermédiaire. On peut moduler un peu, mais pas trop. Donc à la fin, on arrive avec surtout du fossile au moment où il y a des pics de consommation. C'était quoi votre cahier des charges quand il a fallu développer cette méthode d'étude de l'impact carbone des ménages en quelque sorte? C'est une grande question parce qu'en fait, on part d'un constat qui est un peu lié au greenwashing, mais ça veut dire qu'on a des entreprises qui vont venir acheter de l'électricité, on va dire, sur les marchés, sans regarder l'origine, pour s'assurer sur le réseau qu'il y a un équilibre. Quand on a un client qui consomme, il faut que ça produise en face. Mais au-dessus, on rajoute une autre couche. Et cette couche, c'est des certificats verts. C'est essayer d'assurer aux clients qu'on va consommer l'électricité verte. Et donc, on a des entreprises qui vont aller acheter de l'électricité verte en Pologne, par exemple, imaginons en pleine journée avec un panneau solaire, et qui vont la rajouter, cette couche verte, pour une consommation il y a 2 semaines, en pleine nuit, en France. On voit bien que là, ça ne marche pas. Et en plus, ça compte à 0. Alors là, on est vraiment dans le maximum de ce qu'on peut faire ou de mal faire. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que c'est la manière dont le système est organisé aujourd'hui légalement. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils font rien d'illégal. On a le droit de le faire, mais c'est pas cohérent. Mais c'est pas cohérent. Et en effet, cette question de la cohérence spatiale, on dit bien qu'en Pologne, non, l'électricité, elle va pas venir jusqu'en France. Donc on peut aller chercher des pays frontaliers ou la France, pays frontaliers quand il y a des transferts. Ensuite, il y a la cohérence temporelle. Donc je vais acheter un certificat quand il y a une production d'électricité au moment où j'ai ma consommation, donc essayer de coupler les deux. Et après, compter en analyse de cycle de vie. Un panneau solaire, c'est pas 0, il a fallu le fabriquer. Donc par exemple, en France, c'est 50 grammes de CO2 par kilowattheure, et là, on va bien compter 50. Donc en fait, c'est toute cette grande question qui nous a été posée, comment on peut compter sans greenwashing, même s'il peut être autorisé par le système. Et donc là, on est venu vraiment combler ces trous de cohérence spatiale, temporelle et d'analyse de cycle. Et donc c'est ce qui permet d'évaluer le gain, finalement, la réduction de l'empreinte carbone d'un foyer, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc on va regarder toute la consommation d'un foyer sur l'année. Il y a des moments où Engie aura des garanties d'origine, ces certificats verts. Donc là, on va venir compter le moyen de production associé, s'il est bien au bon endroit au bon moment. Mais quand Engie n'a pas ce certificat vert, on va prendre ce qui reste sur le réseau. Et là, on va compter ce qu'il y a sur le réseau. Et parfois, il y a du carboné. D'accord. Dans les outils, ça a supposé, comment je peux poser cette question, de l'équipement d'installer des outils, où il y avait simplement les données que Engie pouvait fournir et qui permettaient de trouver ces informations? Je veux bien que vous commenciez à répondre, et puis ensuite Alexandre Joly. Oui. En fait, on a beaucoup de données déjà. Nous, on a les données de tout ce qu'on vend à nos clients, et puis on a aussi les données de tout ce qu'on achète pour nos clients sur les marchés. Donc toutes ces données-là, on les a. Et puis le retraitement qui a été effectué, c'est d'utiliser aussi beaucoup de données marché, c'est-à-dire inattaquables. Vraiment, le sujet qu'on voulait, nous, c'était quelque chose le plus pur possible. On ne veut pas vendre du rêve, on veut vendre de la réalité à nos clients. Et on pense que c'est en sachant exactement ce qui se passe qu'ils vont pouvoir agir mieux. On dit beaucoup, j'agis avec Engie, mais c'est vraiment, c'est pas que de la com, c'est vraiment un sujet de ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et donc c'est ce sujet qu'on a demandé à Alexandre. On lui a dit, comment on peut faire pour justement retraiter ces fameux certificats de la manière la plus pure possible pour qu'on puisse annoncer à nos clients des choses qui vont leur permettre d'avoir une action réellement efficace. Et quels obstacles vous avez dû lever? Est-ce qu'il y a une part d'opacité sur ce marché? Et finalement, il a fallu vous l'avez expliqué un petit peu, mais faire le tri. En fait, on a la possibilité d'avoir quand même heure par heure la production et tous les modes de moyens de production en France,
en Europe potentiellement. Donc en tout cas, on a cette donnée-là de production physique. Et ensuite, on a la partie certificat, là où il y a peut-être un peu plus d'opacité. On a en tout cas des bourses de certificats dans lesquelles on a des données par certificat, qui d'ailleurs nous ont été transmises par Engie, vu que c'est des certificats achetés par Engie. Et tout ça est quand même bien certifié, c'est des certificats. La seule problématique, c'est surtout qu'on n'a pas le niveau de granularité de données qu'on voudrait. Par exemple, les certificats, ils ont une base mensuelle. Ça veut dire que j'ai un certificat dans le mois, je peux l'annuler dans le mois. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'était cet exemple-là. Et donc là, on a dû venir un peu retraiter. Donc ça, c'est en transparence partagée dans les éléments qu'on a transmis. On a fait le mieux possible en fonction des données disponibles. Mais il y a toujours des moyens d'améliorer. Peut-être que demain, on peut espérer que le système changera. C'est quoi l'objectif d'aller encore plus loin? Vous avez parlé de mon pilote élect, c'est ça? Mon pilotage élect, oui. Il y a aussi là une version gaz, c'est ça? Alors, il y a un système sur le gaz. Et sur le gaz, en fait, comme le nombre d'usages du gaz est plus limité, le gaz en France, chez un particulier, c'est essentiellement le chauffage, l'eau chaude sanitaire, un petit peu la cuisson. Du coup, on peut aller même plus loin dans ce qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'au-delà de programmer leur système de chauffage, on va aussi leur permettre de travailler en budget. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que, encore une fois, pour pouvoir agir, il faut comprendre. Et c'est vrai que nos clients, aujourd'hui, on a tendance à les facturer en kilowattheures, en mètres cubes. Et ça, en fait, personne ne sait à quoi ça sert. À moins d'avoir le nez sur son compteur toute la journée. Et d'être, de vraiment étudier ses factures, faire les calculs, regarder le prix, l'électricité, etc. pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'on se dit, OK, ça me coûte de temps. Et puis, c'est compliqué de comprendre les intrants, ce qui fait qu'on va consommer plus. Par exemple, le fait qu'on peut se chauffer toujours à 19, mais s'il fait 5 degrés dehors ou s'il fait moins 5 degrés dehors, en fait, la consommation n'est pas du tout la même. Mais ça, c'est pas intuitif. Et donc, ce qu'on propose avec mon pilotage gaz, c'est aux clients de calculer leur budget en euros sur l'année. On prend un mois pour faire ça, une fois qu'on a installé un thermostat Netatmo, qui est un thermostat du marché leader en France qui s'adapte à 99% des chaudières à peu près, et puis un petit capteur. Et à travers ça, en fait, le système va apprendre la manière dont les Français, dont nos clients vivent dans leur logement. Et puis en fonction de ça, ils vont proposer une estimation budgétaire à l'année. Et si cette estimation, elle est considérée comme trop élevée, et bien du coup, le client va nous demander de baisser cette estimation sur son appli. Et nous, en fait, le système va refaire la programmation, c'est-à-dire peut-être abaisser un peu plus la nuit quand les gens dorment ou quand il n'y a personne au domicile, de sorte qu'on puisse justement avoir le meilleur équilibre pour le client entre ce qu'il peut payer et ce qu'il va vouloir avoir comme confort à son domicile. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si je décide de me chauffer à 20 degrés un jour, je vais, alors qu'il fait moins 5, je vais savoir ce que ça va me coûter et ce que je vais consommer en plus, et donc ce que ça va me coûter. C'est à ce point de précision. C'est à ce point de précision. Et ce qu'on va même faire, c'est-à-dire qu'on va en plus vous envoyer des notifications en disant attention, grosse vague de froid en France. On considère que ça pourrait avoir un impact de temps sur votre budget. Est-ce que vous voulez qu'on change les réglages de votre chauffage ou est-ce que vous acceptez le fait que peut-être vous allez payer un peu plus cher? Et donc, on pense que tous ces éléments-là, et il y a aussi des articles de l'ADEME sur le sujet, c'est qu'en donnant ces informations de manière régulière, précise, en fait, les gens réussissent à adapter cette consommation et du coup à faire en sorte de la maîtriser. Et donc, ça, la maîtrise, elle est bonne pour plusieurs choses. Elle est bien sûr bonne pour leur budget. Elle est aussi bonne parce que quand ils consomment moins de kilowattheures, et bien du coup, ils émettent moins de CO2. En fait, c'est une démarche de pédagogie. C'est pas avec le levier, évidemment, d'un intérêt financier qui est important. Mais c'est d'abord une démarche de pédagogie. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quasiment le premier levier disponible, sans parler d'hydrogène ou d'avion décarboné. C'est juste de dire, en fait, changeons nos habitudes. Et donc, ce n'est pas le levier seul, mais en tout cas, en l'encadrant, on peut aller chercher des gains d'énergie et de CO2 assez forts. Et sur la partie, cette notion d'effacement dont vous avez parlé, on va être obligé de la généraliser parce qu'il va y avoir une électrification massive de nos usages, donc on devra en passer par là? Oui, tout à fait. L'effacement, c'est vraiment un des outils de flexibilisation de la demande. Et donc derrière, ça permettra d'intégrer plus facilement les fameuses énergies renouvelables électriques, pour lesquelles les solutions de stockage, c'est compliqué au niveau de ce vecteur-là. Et donc c'est totalement un levier qu'il va falloir pousser dans les décennies à venir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter cette solution co-développée par Engie et Carbone 4. Je vous propose tout de suite un Smart Ideas tout en images. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas sur le terrain, en images aujourd'hui, avec l'atelier de réparation du petit électroménager proposé par SEB et l'entreprise sociale et solidaire Ares. On est à Paris, dans le 18e arrondissement, atelier où l'on peut aussi acheter des produits de seconde main. Koseila Boish. Alors ici, nous sommes chez Réparseb et nous sommes particulièrement dans l'atelier de réparation où nos 10 salariés en insertion réparent les produits que nous déposent nos clients au comptoir ici ou que nous envoient les magasins de comptoirs distants. Donc tous nos salariés en insertion, vous voyez, travaillent sur tout l'ensemble des produits et tous les produits que vous pouvez voir dans l'atelier ici sont des produits que nous ont donnés nos clients à dépanner. Dans notre magasin, on vend des produits qui sont des produits deuxième vie, c'est-à-dire des produits qui ont déjà fait l'objet d'une utilisation souvent très courte et qui sont issus de ce qu'on appelle les PMS, c'est les pannes à la mise en service, c'est-à-dire des produits qui sont échangés entre le 1er et le 10e jour de vente et qui, pour une partie d'entre eux, ne sont pas en panne mais font juste l'objet d'une erreur de commande, d'une mauvaise manipulation, d'une non-lecture de la notice. Ces produits sont donc testés ici, remis en état si besoin et donc reconditionnés et mis en vente dans notre magasin avec une garantie de 2 ans. Réparseb, c'est une initiative qui a vu le jour en janvier 2021, qui est une joint venture sociale, donc qui est une structure co-créée par le groupe SEB et le groupe Ares pour développer un projet à la fois d'insertion et d'économie circulaire. Alors nous, notre rôle Ares, c'est de co-gérer, de co-développer Réparseb, qui est une structure co-animé, co-créé par Ares et le groupe SEB. Et donc, chaque partenaire apporte ce qu'il sait bien faire. Donc, SEB est un expert du produit des petits électroménagers et de toutes les économies circulaires autour de ces produits de petits électroménagers. Et Ares est un expert de l'insertion. Donc, ce qu'on fait depuis aujourd'hui 30 ans, c'est savoir recruter des salariés en parcours d'insertion qui ont connu des fragilités. Et on sait les accompagner, les aider à résoudre leurs problématiques sociales et puis les accompagner à construire un projet professionnel, le leur, avec comme objectif qu'ils nous quittent et qu'ils retrouvent un job ou une formation à l'issue du parcours d'insertion chez Ares. Pendant des années, nous avons eu un échange, je dirais, la fidélité de nos clients. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va bien au-delà. On sent que le consommateur moderne a besoin de savoir que les produits qu'il achète seront réparables et ne vont plus grossir des stocks de choses qu'on jette tous les jours. Donc je pense que c'était pas du tout une vision économique à l'origine, mais je pense qu'elle le deviendra. Et en tout cas, pour ce qui concerne Réparseb, je crois que c'est un beau projet qui devrait se développer dans l'avenir. Nous sommes dans un métier qui a beaucoup délocalisé en Chine. Et donc pour beaucoup, le plus simple, c'est de confier à des Chinois qui vont faire des sous-ensembles très complexes, mais qui ne seront pas vraiment bons pour réparer, parce que du coup, on va devoir réparer des choses, des entités compliquées. Donc nous avons toujours travaillé à avoir des composants simples que l'on peut changer facilement, et en plus par des personnes qui ne sont pas qualifiées. Donc oui, ça veut dire que c'est une vision de la conception des produits et de la fabrication qui est totalement différente. Mais nous le faisons depuis de très nombreuses années, donc je pense qu'on a un petit peu d'avance par rapport à certains de nos concurrents dans ce domaine. Voilà pour ce reportage de Koseila Boish, réparation et réinsertion. Je vous remercie évidemment pour votre fidélité, pour votre attention. Un nouveau numéro de Smart Impact, c'est demain. Vous pouvez nous retrouver sur les box, sur bismart.fr. Soyez fidèles à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à toutes et à tous.